Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook Droit et Liberté DL dans le cadre de ce JT de 13 heures, donc de ce jeudi, 17 mars 2022. Donc je vais attendre que vous puissiez vous loguer. Donc je règle ici la caméra. Et donc nous allons attendre afin de pouvoir vous donner les actualités du jour. Donc n'hésitez pas aussi à partager un maximum cette vidéo. Vous savez que Facebook limite la portée de nos publications, donc il ne donne pas les bons chiffres. Et surtout, sachez aussi, c'est que nous sommes censurés visiblement par le son, par les images, par la portée, comme je vous ai dit, de nos publications, grâce à Facebook. Visiblement, on ne peut pas donner toutes les informations, visiblement. Donc n'hésitez pas à partager un maximum dans tous les réseaux sociaux possibles, pour qu'on informe un maximum de monde. Alors, première actualité, les amis, il faut savoir que Biden, comme vous le savez, Biden accuse Poutine d'être un criminel de guerre. Ah, la réaction de Kremlin s'est fait entendre directement. Effectivement, il faut savoir, dans le contexte particulier, le Kremlin donc, a jugé donc, la prise de position de Biden comme inacceptable et impardonnable. Les mots du président américain Joe Biden, qui avait qualifié pour la première fois, effectivement, son homologue russe Vladimir Poutine de criminel de guerre pour son offensive en Ukraine. Rendez-vous compte. Donc, donc le président des États-Unis, il qualifie donc les faits donc en tout cas la personne, donc en tout cas les faits, qualifie les faits, et plus particulièrement la personne de Vladimir Poutine comme un criminel de guerre. Bon, il faut savoir que pour qualifier cela, il faut vraiment s'assurer que les faits, alors pour rester objectif et rester dans le domaine juridique, pour qualifier les faits de criminels de guerre, il faut d'abord s'assurer que les faits sont imputables à la Russie, avec certitude. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a effectivement des nationalistes ukrainiens sur place qui foutent un peu, comme on dit, le bordel. Et donc, il faut vérifier si les faits sont imputables aux Russes ou à ces nationalistes ukrainiens. Ça, c'est une première chose. Et voir aussi quelle est la motivation, le cas échéant, de ces nationalistes ukrainiens. Sont-ils poussés par le vent ou la tempête, ou poussés par d'autres forces? Ça, c'est une chose à vérifier aussi. C'est intéressant tout ça. Alors, il faut savoir que dans le cadre de la prise de parole de Biden, il faut savoir que Joe Biden avait un peu plus tôt, et pour la première fois, qualifié le président russe de criminel de guerre. C'est un criminel de guerre, a-t-il déclaré, sans plus de précision, à un journaliste qui l'interrogeait alors qu'il quittait un événement consacré à la lutte contre les violences conjugales à la Maison-Blanche. Donc rendez-vous compte, il sort d'un événement sur la violence conjugale, une thématique, il sort et il dit, voilà, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Mais je ne trouve pas ça très personnellement, c'est une opinion personnelle. Si on peut, en tout cas en Belgique, avoir aussi le droit de penser. J'espère en tout cas qu'en Belgique, on a encore le droit de penser et le droit de dire ce que l'on pense. Parce que vous savez que les médecins, malheureusement, ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Et il y aura une conférence qui sera organisée par Droit et Liberté sur les règles de déontologie qui gouvernent la profession de médecine. Parce que eux, de leur côté, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent si ça va à l'encontre de la collectivité. Article, par exemple, premier des règles du Code de déontologie. Par exemple, lorsqu'ils soignent, ils doivent soigner dans l'intérêt individuel, mais aussi collectif. Et donc, si ça va à l'encontre des intérêts collectifs, pas possible de traiter la personne, etc., individuellement. Il doit aussi penser à la collectivité. Et donc, si les politiciens belges disent que vacciner les personnes, c'est important pour la collectivité, le médecin ne peut rien penser, il ne peut rien dire. Il doit vacciner même les jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, dans l'intérêt de la collectivité. Ça, c'est
Voilà. Et donc, j'espère qu'on peut aussi s'exprimer hein, en Belgique et dire ce qu'on pense, même pour ceux qui ne sont pas soumis aux règles de déontologie, qui gouvernent la profession de médecine. Heureusement que je ne suis pas médecin. Ça, c'est bien. Je suis libre. En tout cas, j'espère avoir le droit de parler. Hein. Bon. Alors, donc voilà. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas très sérieux. Honnêtement, c'est pas sérieux. Joe Biden sort donc d'un événement sur la lutte contre la violence conjugale. Il sort et il dit, voilà, tiens, Monsieur Poutine est un criminel de guerre. Je trouve pas ça sérieux, d'autant plus que c'est pas sérieux et raisonnable, c'est pas sérieux du tout, d'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a actuellement une procédure juridique qui est toujours en cours au département d'État concernant la qualification légale de crime de guerre qui est commis par la Russie en Ukraine. Donc l'intervention militaire, est-ce qu'elle doit être considérée comme étant un crime de guerre? Donc il y a une procédure en cours en termes de qualification juridique des faits qui se passent en Ukraine par l'intervention des Russes. Et Joe Biden va au-delà, va plus vite que la procédure légale. Il considère comme ça, il sort d'un coup, que c'est un criminel de guerre, Vladimir Poutine. Ben, je ne trouve pas ça sérieux. Hein. Je ne trouve pas ça sérieux. Moi, j'aurais attendu personnellement la procédure légale de qualification des faits avant de m'exprimer comme ça. Puis par ailleurs, est-ce que c'est vraiment bien, alors qu'on est dans une phase où la Russie et l'Ukraine sont en train de négocier pour essayer de faire cesser effectivement l'intervention militaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est judicieux, alors qu'ils sont en train de trouver un arrangement? Est-ce que c'est judicieux de traiter Vladimir Poutine de criminel de guerre? Est-ce que ce n'est pas jeter de l'huile sur le feu? Je pose la question. Moi, je ne trouve pas ça stratégique pour qu'il y ait de la paix dans le monde, je trouve. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on peut éteindre le feu, en tout cas. Le feu ne s'éteint jamais avec le feu. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Le feu s'éteint toujours avec l'eau, mais jamais avec le feu. Jamais. En tout cas, je pense. Certains peuvent éteindre le feu, hein. Peut-être peuvent croire qu'ils peuvent éteindre le feu avec le feu. Hein. C'est possible. Possible. Tout est possible de nos jours. Hein. Les miracles sont aussi possibles. Alors, les Occidentaux demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce jeudi, en après-midi. Alors, il faut savoir que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Albanie, la France, la Norvège, l'Irlande ont demandé effectivement une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi après-midi sur l'Ukraine par rapport à la question de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays, en Ukraine. Et alors j'explicite, voilà, la Russie commet, elle déclare, la Russie commet des crimes de guerre et vise les civils, a estimé la mission diplomatique britannique aux Nations Unies sur son compte Twitter. La guerre illégale de la Russie en Ukraine est un danger pour nous. Alors moi, je ne comprends pas comment peut-on prendre une telle position. J'espère qu'en prenant une telle position, ils ont les éléments objectifs suffisants pour dire que juridiquement, la guerre est illégale, en tout cas l'intervention russe en Ukraine est illégale. J'espère que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Albanie, la France, la Norvège et l'Irlande ont des éléments juridiques suffisants pour déclarer cela. Par ailleurs, je trouve que tous ces pays-là auraient pu quand même ouvrir le pas pour essayer de trouver des négociations avec M. Vladimir Poutine, pour essayer de trouver une solution pour la paix. Je pense sincèrement qu'ils
ils auraient pu quand même essayer, en tout cas forcer la main pour essayer de trouver une solution entre les deux. Il y a toujours eu des solutions. Ici, visiblement, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de qualifier les interventions d'illégales, l'intervention russe. Mais par contre, le non-respect de Munich 1, Munich 2, ça, on n'en tient pas compte. Ça, c'est pas illégal, ça, par contre. Le fait que l'Ukraine ne respecte pas le Minsk 1 et 2, ça, c'est pas important, ça. Ça, c'est pas important. Le non-respect de l'accord d'amitié entre la Russie et l'Ukraine, le non-respect par l'Ukraine de cet accord d'amitié qui a été conclu, ça, par contre, on n'en parle pas. Bon, ça, on n'en parle pas en Occident. Mais par contre, de l'autre côté de la barrière en Russie, là, par contre, on en parle. Ben, il faudrait quand même que les journalistes, à un moment donné, donnent la position des deux. Parce que je trouve que ce qui serait vraiment neutre et indépendant, je trouve, hein, ça c'est mon avis personnel, c'est quand même dans les actualités sur le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, c'est quand même de donner les deux positions. Et je m'adresse aux journalistes qui nous regardent. Donnez, s'il vous plaît, les deux positions, la position de l'Europe et de Joe Biden, et donnez ensuite la position du Kremlin. Je trouve que c'est quand même juste de donner la position des deux, et pas décider de supprimer le canal de communication des Russes. Parce qu'en agissant de la sorte, ben vous biaisez bien évidemment les informations. C'est pas juste ça. Vous n'avez pas à interpréter les faits. Vous devez donner tous les faits, rien que les faits. Je veux dire, si vous triez les faits uniquement dans le sens des Occidentaux, ben on est foutu alors. Hein. Vous ne permettez pas, bien évidemment, l'esprit critique des citoyens qui regardent les actualités. Hein. Je trouve pas ça normal. Mais enfin, comme en Europe, visiblement tout est normal, on est dans une démocratie, hein, c'est ce qu'on dit, eh bien, on supprime visiblement le canal de communication, RT France, Sputnik, on coupe, et alors vous n'avez plus rien à dire. Eh bien, on doit croire aux politiciens belges et européens maintenant. Merci la prise de parole des Russes. Moi, je trouve que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut être neutre. Soyez neutre. Dites la vérité. Des deux camps. Non, ça, c'est pas possible. Alors, sachez que ce qui est important, en tout cas pour Droit et Liberté, c'est pas de prendre position, ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. C'est de dire simplement ce qui est. Le respect des accords internationaux, c'est tout. Qui n'a pas respecté les accords? Point. Et puis pour le reste, c'est que le plus important, c'est la paix dans le monde. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas la paix dans le monde, on va tous douiller. Tous les citoyens vont douiller. Or, j'ai vraiment le sentiment que le fait de commencer à critiquer Vladimir Poutine, en tout cas, qu'on le traite de criminel de guerre, je pense que ça ne va jamais favoriser une solution par les Occidentaux et par les Américains. On ne va jamais favoriser cela. Si vous jetez de l'huile sur le feu, on ne va jamais favoriser la paix. Ça, ce n'est pas possible, ça. Alors, est-ce que on veut encore enfoncer le clou pour ne pas donner la possibilité de trouver un accord entre la Russie et l'Ukraine? Je trouve pas ça correct. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'espère que je peux quand même avoir un avis personnel encore. Alors, selon la situation concernant la vaccination Covid-19, maintenant, passons à l'autre registre. Selon la situation épidémiologique, le calendrier vaccinal pourrait être avancé. Ah, donc on va avancer la question. Hein. La question de l'administration de la deuxième dose booster, cette fois-ci. Deuxième dose booster qui correspond pour ceux qui
ont des difficultés à compter, hein, le nombre de doses, c'est la 4e dose. 4 doses en un an. Pour un virus qui maintenant, en principe, a disparu. Mais il faut savoir qu'il y a une hausse des contaminations Covid-19 maintenant. Ça augmente, visiblement. Malgré l'approche du printemps, les contaminations augmentent. Donc, on reparle de la vaccination Covid-19. Alors, la question de l'administration d'une 2e dose booster, la 4e donc, est sur la table dans de nombreux pays, dont la Belgique. Alors, si les données scientifiques sont peu nombreux et les différents gouvernements avancent en ordre dispersé sur la question, la Belgique prépare son plan de bataille pour piquer les gens. Alors, déjà autorisée pour les personnes immunodéprimées, elle devrait être proposée à d'autres groupes spécifiques dès la fin de l'été. Donc, attendez-vous à la fin de l'été, juste lorsque vous revenez des vacances, pour ceux qui partent en vacances, donc c'est-à-dire en septembre, comme je vous ai dit, septembre-octobre, il y aura le dossier vaccin Covid-19 pour nous protéger contre le virus. On ne sait pas lequel encore. On ne sait pas encore quel virus. Il peut y avoir une mutation du virus, un virus qui viendrait de l'ouest, de l'est. On ne sait pas encore lequel, mais il y aura une vaccination, 4e dose d'office, septembre-octobre. Moi, je trouve que ils sont très prévoyants, les politiciens belges. Ils nous veulent vraiment, ils veulent nous protéger. Je trouve que c'est bien. C'est bien. 4e. C'est vrai que vous savez que l'Union européenne, en tout cas l'Union européenne avait prévu dans ses commandes, sauf erreur de ma part, avait prévu 7 doses. 7 doses au total pour 2020, jusqu'en 2023. Donc en 2022 était prévu 2 doses. Mais ici, visiblement, ça ne suffit pas, il faut 4 doses. Et, comme je vous l'avais expliqué, c'est que aussi, grâce aux discussions en mars 2022 et maintenant en juillet-août 2022, avec la préparation de ce traité international pour gérer les pandémies dans le monde, on nous annonce des pandémies sur plusieurs années, les amis. Plusieurs années. Donc il faut préparer un stock de vaccins. C'est important, le stock de vaccins. Covid-19, qui va aller jusqu'à Covid-30. Nous, on l'appellera toujours Covid-19. C'est toujours le début, mais on ne voit pas la fin. C'est comme le Covid Safety Kit. On l'a mis en place le début, mais on ne sait pas la fin non plus. Donc, le Covid-19, c'est le point de départ, mais on ne sait pas la fin, quand ça va se terminer par contre. Et donc, les vaccins, on ne sait pas quand ça se termine. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va gérer les pandémies dans le monde entier. 194 pays. Signature prévue en 2024. Voilà. Donc, chers amis, attendez-vous à une relance des courriers, des SMS pour aller vous faire vacciner juste après les vacances. Juste après avoir eu la dose de la vitamine D, eh ben, vous aurez une proposition de vaccin Covid-19. Alors, autre information. Alors, je rassure, je sais que nos vidéos sont vues par les journalistes, je sais que les vidéos sont vues par la police, je sais que les vidéos sont vues par les hommes politiques. Alors, je tiens à vous dire simplement ceci. C'est que toutes les informations que je vous donne, je tiens à le rassurer, elles sont toutes sourcées, référencées. Toutes, une par une. Une par une. Je tiens à l'indiquer. La deuxième chose, je tiens à rassurer les personnes, c'est que je suis un légaliste. Je prône le respect de la Constitution. Toujours. Toujours. Toujours le respect de la Constitution.
Et donc, mon approche se veut que légaliste, simplement, dans le respect du droit belge et du droit international. Je n'irai jamais en dehors de ce cadre-là, soyons bien clairs. Et donc, lorsqu'il y a donc des prises de position politiques, c'est normal que je prends position toujours en référence avec le droit. Voilà. Et quand je dis que des décisions politiques sont foireuses, c'est très simplement parce qu'elles ne respectent pas l'esprit de la Constitution ou le droit positif belge, tout simplement. Comme ça, les choses sont très claires pour ceux qui nous regardent. Je vous adore, les amis, je vous adore. Moi, je vous dis, je m'amuse beaucoup lorsque je fais le JT, je trouve. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème, c'est que je vois beaucoup trop loin. Et tout ce qui se passe maintenant, je le savais déjà. Parce que je vois beaucoup trop loin. Et je m'amuse alors. Parce que je sais ce qui se passe ensuite, les amis. Alors, Gazprom augmente ses exportations de gaz. Eh bien, figurez-vous, les amis, le géant gazier russe Gazprom a livré chaque jour plus de gaz à l'étranger lors de la première quinzaine du mois de mars que quotidiennement au cours des 7 derniers mois précédents. Les clients étrangers remplissent en effet leurs réserves de crainte que les livraisons ne soient interrompues en raison de la guerre en Ukraine. Et vous savez quoi, les amis? Eh bien, figurez-vous, selon des analystes consultés par l'agence de presse financière, les acheteurs sont également encouragés par des prix intéressants pratiqués par Gazprom en mars. Donc, en substance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Russes sont en train de vendre leur gaz à très bon marché aux clients étrangers, parce que très simplement, les Européens ne veulent plus le gaz russe. Ils ne veulent pas du gaz russe. Pour une question de principe, du respect donc de l'idéologie et autres, un problème de batterie. Allez, ça peut se comprendre. Je vais mettre la petite recharge. J'espère que je n'aurai pas une coupure d'Internet. Allez, les amis, j'espère pas. Bon, on peut toujours. Hein. Alors, comme je vous disais, c'est que les Européens ne veulent plus acheter le gaz russe pour une question de principe. Vraiment d'idéologie, de principe par rapport à ce qui se passe conflit Russie-Ukraine. Eh bien, vous savez ce que font les Russes? C'est pas grave. Hein? Ils vendent leur gaz moins cher ailleurs, beaucoup moins cher ailleurs. Et notre gaz à nous, on doit se livrer ailleurs. Donc, le prix augmente. Donc, vous avez en Europe le prix du gaz qui flambe, terrible, où c'est le citoyen belge et européen qui devra douiller les citoyens pour une question de principe. Moi, j'adore les principes européens, je trouve. Le principe de dire, voilà, on coupe court, fini, on ne travaille plus avec les Russes. J'adore les principes. Par contre, c'est le citoyen qui va payer, par contre. Le citoyen belge et européen devra douiller. Et les Russes vendent vraiment à un prix hyper intéressant aux autres États tiers. Eh bien, je trouve que c'est une belle opération économique de la part des politiciens européens, je trouve. C'est une bonne opération, je trouve. Allez, les amis, continuez comme ça, les politiciens. On n'aura plus de poche pour faire des économies. Fini. On devra faire des pantalons sans poche. Et alors, certains m'ont dit peut-être qu'on n'aura plus de pantalons pour sortir dehors. On n'aura plus de pantalons, peut-être. En tout cas, moi, je pense qu'on aura des gros trous dans les poches, voire plus de poches du tout. Moi, je pense. Mais d'autres citoyens pensent qu'on n'aura plus de pantalons du tout, les amis. Donc, voilà. À vous de voir. Alors, des F-16 et A-109 dans le ciel belge.
la composante air de l'armée belge a tenu à adresser un message rassurant à la population. Des avions et hélicoptères assurent des entraînements actuellement. Donc, il y a des avions, des hélicoptères et autres qui s'entraînent justement actuellement pour assurer notre sécurité, mais tout se passe bien. Alors, je tiens quand même sérieusement à remercier l'armée belge pour, effectivement, pour assurer notre sécurité. Franchement, je suis vraiment, en tout cas, content. Il y a 25 000 soldats belges en Belgique, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, voilà. Ce que je regrette, c'est uniquement le fait que les politiciens belges n'ont pas investi sérieusement dans l'armée belge. Ça, je regrette fortement. On a vraiment coupé donc sur les dépenses pour assurer une armée belge forte. Et ça, je le regrette vraiment. En tout cas, c'est mon avis personnel en tant que citoyen. Je le regrette vraiment. Et j'espère vraiment que le ministre de la Défense va investir de l'argent dans notre armée en Belgique. J'espère vraiment. Mais investir dans l'armée belge pour protéger les Belges, bien sûr. Hein. Attention, pour protéger les Belges. Pas pour envoyer des mitraillettes en Ukraine. Hein. Pas pour envoyer des mitraillettes en Ukraine, bien sûr. Mais pour protéger les Belges. Ça, c'est important. Alors, et donc j'espère que ce problème, en tout cas, d'Internet ou en tout cas de logiciels qui bug au niveau de l'armée belge, j'espère que ça sera réglé et j'espère que ils vont investir de l'argent, que le ministre va investir de l'argent dans les logiciels pour notre armée belge en Belgique. J'espère vraiment et rapidement même. Alors, concernant le nucléaire, chers amis, tenez-vous bien. Alors, la ministre fédérale de l'énergie acte la prolongation des 2 réacteurs nucléaires dans une note de gouvernement. Bon, on le savait déjà. Hein. Ils ont pris la décision, les amis. Je vous ai dit qu'ils étaient en train de réfléchir pour prendre une décision. On est, sauf erreur de ma part, on est le 17. Ils auraient dû statuer le 18 maintenant, mais c'est le 17. Ils sont d'accord pour prolonger. Mais ça, on le savait parce qu'ils n'ont pas le choix. Les politiciens belges n'ont pas le choix parce que nous allons vivre une augmentation du prix de l'énergie d'une manière terrible. Ils n'ont pas le choix. Et ils vont prolonger les 2 réacteurs nucléaires. Et ce, tenez-vous bien, sur 2035. Ils auraient pu le faire sur 2025. Non, 2035. Est-ce que je dois comprendre que le prix va flamber et qu'il va flamber pendant au moins 10 ans? Parce qu'il faut maintenant prévoir des solutions structurelles. L'Europe doit trouver maintenant d'autres partenaires. Ça ne sera pas facile. Hein? Alors les Américains vont nous dire, ben, on va vous donner notre gaz. Hein? Ben, c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de négocier. À quel prix, mes chers amis? On va voir tout à l'heure. On va voir. D'ici quelques semaines, on va connaître le prix des Américains qui vont nous vendre du gaz aussi. Hein. On ne sait jamais hein, à quel prix. Mais pas au prix des Russes. Hein. Ça sera au prix des Américains. Les amis. Alors, prolongation 2035. Et alors, d'ici la fin de la semaine, les 7 partis de la coalition Vivaldi, moi j'aime bien le mot Vivaldi, ça me fait penser à la musique classique, je trouve, Vivaldi. Mais la musique classique, l'avantage de la musique classique, c'est que c'est très structuré, vraiment précis, pointu, et ça sonne très bien dans l'oreille. Et c'est toujours d'une cohérence terrible, la musique classique.
Par contre, la Vivaldi politique, ça sonne pas toujours rond. On ne sait pas si on est en clé de sol ou en clé de fa. On ne sait pas ça. Et on ne sait pas si on passe d'une partition à l'autre. S'il y a des bugs. Alors, d'ici la fin de la semaine, les 7 parties de la Vivaldi se sont fixés le défi. Ah, quand il parle de défi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Le défi d'aboutir à un accord sur la transition énergétique en Belgique. Alors, qu'est-ce que ça va coûter tout ça, mes chers amis? Ah, si vous le saviez. Moi, je trouve que les politiciens trouvent de l'argent sans limite. Un vaste plan de 8 milliards d'euros. 8 milliards, les amis. 8 milliards. Je ne sais pas où ils vont les prendre. Mais 8 milliards. C'est le chiffre. Un accord sur la transition énergétique en Belgique. La ministre, au cœur de ce dossier, propose 3 axes. Des mesures de soutien pour réduire la facture d'énergie. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont nous faire dépenser 8 milliards, mais ils vont réduire la facture par contre. Tout est cohérent, hein? On dépense 8 milliards, mais ils vont réduire la facture. Logique tout ça. Toujours logique. Un grand plan de mesures pour doper nos énergies renouvelables et pour réduire notre consommation fossile. Cohérent toujours. Toujours cohérent. Un regard ouvert sur le calendrier de la sortie du nucléaire. Moi, j'aime bien le terme regard. Le regard, on ne sait pas. Je regarde de loin, mais je ne vois pas le fond, là. Ça me fait peur, par contre, quand on ne voit pas le fond. Sauf si on a des jumelles pour voir à l'au-delà. Certains ont des loupes. Moi, je n'en ai pas. Alors... Ils vont maintenir Doul 4, Tihange 3, prolongé. Très bien. Ça me rassure, mais c'est évident. Sinon, on se chaufferait au rayon de soleil, même en hiver, ici en Belgique. Obligé. Sinon, on est foutu, là. Alors, à quoi ça va servir, si ça vous intéresse, les amis? Les 8 milliards. Rétribution des 8 milliards. Ça me chatouille, là, le nez. Ça me chatouille. La note précise les budgets alloués aux différentes mesures proposées. A. Répartis sur 2022, 2023, 2024. Mais pas au-delà de 2024, parce que 2024, ça me fait penser une date fatidique. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en 2024, après 2024. Je pense que ce sont les élections, 2024. Donc, ils ne peuvent pas prévoir après 2024. Parce que s'ils sont foutus dehors, les politiciens belges, ils ne savent plus rien faire, ces gens-là, les amis. Alors, c'est pour ça que c'est un plan qui va jusqu'en 2024. Les 8 milliards. Et si les politiciens savaient qu'ils seraient réélus après 2024, sûr à 100%, ce serait peut-être 12 milliards ou 20 milliards. De toute façon, on trouvera toujours de l'argent, hein. Toujours, hein. L'Europe est là pour nous aider. Merci. Merci les députés européens. Oui, je trouve que vous êtes consciencieux, je trouve. Vraiment. Alors, comment c'est réparti? Investissement dans les chemins de fer. 1,2 milliard. Donc, pour les Wallons qui ont investi dans leurs véhicules et qui ne peuvent pas venir à Bruxelles parce que ce n'est plus possible pour des raisons écologiques, comme vous le savez. Hein. Vous savez que maintenant, il faut respecter l'écologie, c'est important. Hein, c'est important. Ben, pour les Wallons qui ont des vieilles voitures et qui ne peuvent pas venir à Bruxelles, bonne nouvelle! Vous allez pouvoir prendre le train. Bon, ils doivent investir d'abord, hein, mais ça va vous coûter 1,2 milliard. Voilà. C'est vous qui allez les payer, les 1,2 milliard, de toute façon. Ça va se répercuter aussi sur votre trajet avec le train. Alors, deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire avec les 8 milliards?
Écologisation des transports. Ah, ça me fait peur. Écologisation des transports. Est-ce qu'on aura de la verdure sur nos fauteuils, dans les trains? Par exemple, des petites plantes? Moi, j'adore les plantes, par contre. Ça va coûter l'écologisation des transports. Ça va nous coûter 187 millions d'euros. Cool. Moi, je trouve que c'est important, hein, l'écologisation. Mais même si on n'a pas les moyens financiers, on fonce dedans. Toujours. Toujours. On doit foncer. Même sur un mur. Mais on fonce quand même. Même si la Wallonie est en faillite, c'est pas grave. Il faut penser à l'écologisation des transports. Accélération du déploiement des énergies renouvelables. Il faut accélérer, il faut aller plus vite. Hein. Il faut planter les éoliennes un maximum. On en aura même sur le toit de nos maisons peut-être un jour, s'il n'y a pas assez de place. Alors, écologisation des actifs publics. Ça me fait peur, ça par contre. Donc, ils vont écologiser, si je puis me permettre, la SNCB, la Défense, le gouvernement. Ah, on n'en dit pas plus. 1,3 milliard. Écologisation, ça me fait peur. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on va planter des arbres dans les bureaux du service public, dans les bureaux? Est-ce qu'il y aura des plantes qui vont pousser sur les murs? Je ne sais pas. Mais on va se renseigner. 1,3 milliard. Production propre d'énergie renouvelable par le gouvernement. 2,1 milliards et développement de la chaîne d'importation d'hydrogène renouvelable, 2,2 milliards. Visiblement, les écologistes sont forts. Bravo les écolos. Bravo Groen pour cette dépense de 8 milliards d'euros. Même si on ne les a pas, c'est pas grave. Il faut le faire vraiment pour avoir du vert. Vraiment, important. Même si on n'a plus à manger, même si vous savez que déjà, près de 1 million de Belges sur 11 millions n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité et de gaz, mais d'autres produits encore, un onzième, ils ne savent pas payer. C'est pas grave, hein, mais il faut respecter l'écologie, hein, important. Hein. Même si vous perdez votre toit, c'est pas grave. C'est important d'investir, investir. Bravo les écologistes, bravo Groen. Vous portez bien votre couleur, je trouve. J'adore le vert. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai un petit pull au vert, mais je vais peut-être en acheter un couleur vert en hiver. Mais ça sera un gros pull. Comme préconisé par les politiciens belges, hein, gros pull en hiver. J'en aurai un vert et tout gros. Pas en été, mais en hiver, ça me rassure. Restons logiques, s'il vous plaît. Un gros pull en hiver. Et il sera vert. Pour le fun, pour soutenir Groen, les amis. Sortie du nucléaire. La sécurité d'approvisionnement est plus critique que jamais, selon FEBEC. Effectivement, cette fédération, pour la fédération, même en cas de prolongation des 2 unités nucléaires, il faudra au minimum 3 grandes centrales de gaz pour assurer la sécurité d'approvisionnement d'ici 2025. Donc, les politiciens belges se sont dit on va garder les 2 centrales nucléaires, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Selon le FEBEC, c'est pas assez. Il faut prévoir d'autres mesures encore, les amis. Sinon, il y aura des coupures. Et puis, on devra courir du côté de la France, du côté de l'Allemagne. Les prix on va nous la faire passer plus cher. Et vous allez payer encore plus. C'est comme ça que ça va augmenter encore plus, les amis. Voilà.
Donc, cette augmentation de l'énergie, au moins pour 2024, ça va monter. Ça va stabiliser, monter, stabiliser. C'est comme les escaliers d'une maison. Ça montera jusqu'en 2024. Et puis, si vous votez toujours pour les mêmes politiciens belges, eh ben, l'escalier va encore monter, et donc le prix va monter. Si vous prenez votre destin en main, si vous vous retrouvez au Parlement, vous, citoyens, qui nous regardez maintenant, vous vous retrouvez au Parlement, eh bien, on peut avoir des chances à ce que l'escalier se descende et le prix descend. Voilà, les amis. Donc, tout ça pour vous dire que je suis vraiment heureux de vous avoir, en tout cas pour nous suivre dans ces actualités. Au moins, on se rend compte que ce que nous faisons est utile. En tout cas, on vous adore. Franchement, moi, je suis confiant parce que, en fait, vous me rassurez parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'on est dans le brouillard, comme on dit. Et nous, on est vraiment là. Comme quand il y a la drache, comme on dit, eh ben, il y a les battants de la voiture, comment on appelle ça, les lave-glaces, là, les essuie-glaces. Hein, on est là, les essuie-glaces, pour voir un peu plus clair. En tout cas, on vous adore. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Donc, si vous avez des questions, on reste disponible. Vous nous envoyez un mail à l'adresse parti.droit.liberté@gmail.com. Alors, il y a certains citoyens qui nous disent, mais écoutez, est-ce que DL va se présenter aux élections 2024 ? Eh bien, je vais vous répondre. Si vous vous décidez, si vous êtes prêts, vous qui nous regardez, vous êtes prêts à être repris sur les listes de DL, de droit et liberté, eh bien, on va le faire. C'est vous qui allez décider, c'est pas moi, c'est pas X ou Y, c'est vous qui décidez. Donc, si vous voulez vous lancer en politique, les amis, si vous voulez vous présenter aux élections 2024, au sein de DL, sans problème, les bras ouverts, sans problème. Voilà. Et en plus, si vous voulez vous lancer en politique, on va vous former gratuitement, les amis. Gratuitement. On va vous donner des formations de pointe, gratuitement, pour comprendre comment fonctionnent les institutions. Comme ça, au moins, vous verrez plus clair. Et lorsque vous verrez plus clair, ma mission sera là, se terminera. Parce que très simplement, le but, c'est que vous soyez indépendant, que vous puissiez prendre votre destin en main. Et quand vous pourrez prendre votre destin en main, je serai l'homme le plus heureux du monde. Parce que je me dirai, enfin, des citoyens qui vont enfin représenter les intérêts des citoyens. Voilà. Ça, c'est mon but. Mon but, c'est de vous former. Et ça va se faire, ne vous inquiétez pas, ça va se faire pour 2022. Il y aura des formations gratuites pour vous. Vraiment. Et je serai là non-stop pour répondre à toutes les questions. Et quand vous aurez toutes ces armes juridiques vraiment entre vos mains, que vous allez comprendre comment fonctionnent les institutions, eh bien ma mission sera là, se terminera pour vous encourager à la politique. Tout simplement, les amis. Voilà, je vous aime, à très bientôt et à demain donc pour le JT de 13h. Ciao.